Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Parlons un petit peu homophobie, c'est-à-dire le rejet ou la haine de toute personne attirée par quelqu'un du même sexe. Peu importe ici que l'on ait compris ou non le sens profond de l'homosexualité, dont la défense tourne souvent autour de la sphère politico-culturelle, il n'en demeure pas moins que la tentation de discrimination demeure et qu'une vigilance n'est pas de trop. Ceci dit, au nom de la lutte contre l'homophobie, devrait-on pour autant abolir la référence au père et à la mère, comme vient de le faire la commission scolaire de Montréal? Mathieu Bocoté a écrit un texte sur son blog du Journal de Montréal du 20 novembre dernier intitulé « Abolir le père, abolir la mère ?» point d'interrogation. Mathieu Bocoté donc pense que non. Mathieu, bonjour. Bonjour. Revenons à ce contexte. Donc la commission scolaire de Montréal a supprimé la référence père-mère. Alors bon, le contexte est le suivant. C'est encore un phénomène marginal, mais il y a désormais des enfants qui sont dans un contexte d'une famille homoparentale, donc avec deux pères, deux mères, et au moment de remplir le formulaire, c'est-à-dire père-mère, ils ne peuvent pas évidemment remplir ça, donc parce qu'il y a soit deux pères, deux mères et ainsi de suite. Donc pour avoir un formulaire moins discriminatoire à l'endroit des enfants, pour qu'ils ne développent pas traumatisme ou qu'ils ne développent pas un sentiment d'exclusion par rapport aux autres enfants dans l'école, oui, on a décidé sur les formulaires d'enlever la référence au père et à la mère et simplement neutraliser ça sous la catégorie de parents. Et donc c'est une proposition qui a été faite, qui a été endossée par la commission scolaire. C'est une idée qui revient souvent, soit dit en passant, un peu partout dans toutes les sociétés occidentales. Ce débat finit par arriver. Je crois que c'est en Espagne qu'il y a quelques années, on a remplacé père et mère par parent 1, parent 2. Et ainsi de suite. Notez bien que parent 1 et parent 2, il y avait même une forme de hiérarchie à travers ça, mais quoi qu'il en soit. Donc, ça traîne un peu partout. Et ce qui m'a un peu agacé à travers ça, c'est que et vous l'avez très justement dit, s'il est légitime de critiquer toute forme de discrimination à l'endroit des homosexuels, s'il est légitime de déconstruire ce qui dans la culture pourrait pousser à la stigmatisation des homosexuels et ainsi de suite, ça va de soi et personne ne s'en désolera. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on croit que l'abolition de la référence au père et à la mère participe au programme de la lutte contre l'homophobie et au nom, par exemple, de la déconstruction de ce que certains appellent l'hétérosexisme. Alors que pour vous, ce sont deux luttes, enfin ce sont deux domaines étanches qui ne devraient pas se toucher. Ce sont deux réalités assez distinctes, c'est-à-dire s'il faut ajouter sur des formulaires pour tenir compte de la réalité spécifique, oui, des enfants qui sont dans une famille homoparentale, s'il faut ajouter des catégories, eh bien qu'on en ajoute, bien évidemment. C'est-à-dire, la complexité du réel implique quelquefois une complexification des catégories qu'on a pour le nommer. Et personne n'a envie de stigmatiser ni les couples homosexuels, ni les enfants qui ont des parents homosexuels. Personne n'a envie de les stigmatiser de quelque manière que ce soit. Mais je ne vois pas en quoi ce serait les stigmatiser que de dire père et mère demeurent des catégories fondamentales. Et par ailleurs, nous acceptons d'ajouter des catégories pour tenir compte de ces réalités qui débordent du modèle strictement fixe de la famille traditionnelle. Et moi, ce qui m'a fasciné à travers ça, donc premièrement, le fait que plutôt que d'ajouter, on décide de soustraire. Plutôt que de simplifier oui, non, mais c'est que simplifier, parents, c'est beaucoup plus simple que papa-maman. Oui, mais le fait est que papa et maman, ou en fait le père et la mère, ne sont pas des catégories arbitraires dans la culture. Ce ne sont pas des catégories parmi d'autres. Ce sont probablement les référents anthropologiques les premiers. Ils réfèrent d'ailleurs à la division sexuelle dans ce qu'elle a de plus trouble et de plus créateur, c'est-à-dire la division sexuelle entre l'homme et la femme. Et père et mère sont des catégories présentes dans toute culture qu'on ne peut pas déconstruire comme s'il s'agissait simplement de catégories administratives ou culturelles imposées de manière autoritaire. C'est intéressant ce que vous dites, Mathieu Bocoté, parce que vous tenez un langage qui doit, je lis en filigrane de ce que vous dites, une critique de la théorie du genre, oui, bien sûr, dont un des chevaux de bataille qui était très intéressant quand même et qui l'est encore, c'est la subversion du langage. C'est-à-dire que le langage appartient à une classe dominante qui ensuite peut formater toute une société en fonction de ce langage, et les théoriciens du genre ont jusqu'à un certain point, décapsuler tout ça. La théorie du genre nous dit, évidemment, le sexe biologique existe, mais dans les faits, les identités sexuelles relèvent du genre, sont des construits sociaux, et en vérité, il faut éviter la division sexuelle et penser plutôt les identités sexuelles sur le mode d'un continuum de l'hybridation. Il faut déconstruire, finalement, la référence au masculin et au féminin, sous prétexte qu'elle évolue à travers les cultures et à travers le temps, ce à quoi plusieurs répondent que si chaque culture connaît une évolution du référent
au masculin et au féminin. Aucune culture jusqu'à présent n'avait pensé abolir la référence au féminin, au masculin, quelles que soient les mutations qui frappent ces concepts. Deuxième élément par rapport à ça, mais ça nous sort un peu du Québec. Vous noterez que la théorie du genre s'installe, ou les discours sur le genre s'installent de plus en plus, par exemple, dans les programmes scolaires européens. Ce qui fait que, par exemple, en Suède, je le mentionnais dans un papier récemment dans le Journal de Montréal, on cherche à inventer de nouveaux mots pour éviter de catégoriser comme garçons ou filles les enfants. Oui. Donc, chercher une forme d'indétermination. Et cette indétermination, en fait, c'est une indifférenciation. Et je ne vois pas de liberté dans cette indifférenciation. Et surtout, je refuse de penser toute distinction sur le mode de la discrimination. La discrimination, elle est odieuse, mais toute discrimination, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire non pas de discrimination au mode du choix, mais la discrimination telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle est odieuse lorsqu'elle frappe homosexuels, minorités, et ainsi de suite. Mais toute distinction n'est pas discrimination. Mathieu Bocoté, je pense qu'il y a encore une fois ici le mot norme autour duquel on ne s'entend pas du tout dans la société. Norme peut vouloir dire, d'après la théorie du genre et d'autres gens aussi, une norme imposée par une classe dominante, une norme normativante, si vous voulez. Oui, mais il y a aussi, ce que j'entends dans vos propos, c'est qu'il y a la norme anthropologique qui, elle, est immuable et de toute éternité ou transculturelle, transhistorique. Il y a quelque chose, me semble-t-il, effectivement, que une norme anthropologique. J'entends par là la division sexuelle. Et qui n'est pas discriminante, en fait, en soi. Je ne crois pas, et qui peut être aménagée ensuite selon les cultures d'infinie manière. C'est-à-dire cette division irréductible peut être ensuite objet d'aménagement, elle peut être traitée juridiquement de manière bien différente, et ainsi de suite. Nous évoluons en Occident sur le modèle, justement, d'une société non discriminatoire, égalitaire, respectant les modes de vie de chacun, respectant les orientations de chacun, et tout cela est très bien. Mais le problème, c'est que les idées vertueuses, quelquefois, peuvent se radicaliser et ne plus tolérer quelques contradictions que ce soit, quelques zones d'ombre que ce soit. Et me semble-t-il, et j'y reviens, que la référence au père et à la mère, qui ne sont pas des références arbitraires, la référence au père et à la mère ne devrait pas... lorsqu'on décide de s'en prendre à ces références-là, je le dis autrement, c'est la preuve, me semble-t-il, qu'une idéologie décide finalement d'aplatir tout ce qui n'entre pas dans ces catégories. Et je vais vous donner... parce que toute idéologie le fait, du reste. Oui, mais normal. Je note qu'il y a quelquefois un principe d'équilibre qui apparaît dans la société. Or, je ne vois pas le principe d'équilibre ici, et ça m'amène sur ce que je voulais vous dire. Donc, je publie ce texte, et là, certaines personnes me reprochent, ils me disent, vous n'êtes pas homophobe, très certainement, mais êtes-vous hétérosexiste? Là, je dis, bon, premièrement, cette réduction de toute conception traditionnelle, soit de la famille ou ainsi de suite, même dans ses formes les plus modérées, modernes, à l'hétérosexisme, cette idée que une bonne partie, finalement, de la réalité humaine peut être encapsulée sous le concept d'hétérosexisme, je trouvais ça un peu rapide. Et surtout, on est dans le mode de l'incantation et de l'anathème. Oui, et surtout, en fait, c'est un concept qui sert à disqualifier. Et surtout, on m'accuse de conservatisme social. Alors là, je réponds à certaines de ces personnes-là. J'ai un instant. Bon, premièrement, le conservatisme social, ce n'est pas mon étiquette, mais il ne suffit pas de dire ça pour disqualifier quelqu'un. Mais il y a 15 ans, être conservateur social, ça consistait à s'opposer à l'avortement, à s'opposer au mariage gay, à s'opposer à l'adoption d'enfants par des homosexuels. Je n'ai pas contesté l'avortement, je n'ai pas contesté le mariage gay, je n'ai pas contesté l'adoption d'enfants par homosexuels. Tout ce dont j'ai parlé, c'est de la référence au père et à la mère. Eh bien, il suffit de cette seule référence, sans rien dire sur les autres questions, suffit à transformer une figure, un interlocuteur, en conservateur social. Alors, ma question, c'est jusqu'où ça va aller. L'utilisation de cette étiquette, quelle est la prochaine, une fois que ça tombe, là, les prochaines idées qu'on va étiqueter du conservatisme social, qu'est-ce que ça va être? Je suis curieux, s'opposer à la théorie du genre, ça va relever du conservatisme social aussi? Mathieu, justement, théorie du genre, vous connaissez Judith Butler, qui est la grande prêtresse. Oui, je la lis depuis des années. Je vous cite 2 extraits. Elle est juive, et dans le journal Haaretz de gauche israélien, elle dit une chose. Cela a toujours été la meilleure part de la tradition intellectuelle juive d'insister sur la relation éthique avec les non-juifs, le développement de l'égalité et de la justice et le refus de passer sous silence les méfaits de toute ségrégation. Autre citation d'un autre endroit. La possibilité d'un cadre politique qui ouvre nos idées de normes culturelles en vue d'une contestation dynamique à l'intérieur d'un cadre global serait certainement un chemin pour commencer à penser une politique qui réinvestit la liberté sexuelle dans le contexte de lutter conjointement contre le racisme, le nationalisme et la persécution des minorités nationales et religieuses. Il y a là un appel à la vertu
si je vous comprends bien, trop de vertu tue la vertu. Quand on pense à Judith Butler, pour peu qu'on connaisse un peu son œuvre, c'est la figure, appelons ça, de l'extrême gauche académique américaine. Peu importe. Mais mais j'entends par là. Elle se prend pour le fer de lance d'un combat vertueux. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire le propre de l'extrême gauche, bien souvent, c'est une pensée utopiste. Donc l'idée d'une société sans aucune domination, sans aucune hétéronomie, sans aucune altérité est possible. La réconciliation absolue du genre humain est possible. Le principe d'institution peut et doit être combattu parce qu'à travers lui, justement, se perpétuerait domination illégitime. Et quelle est l'utopie de Judith Butler? C'est l'utopie de la libre circulation et de la libre hybridation des identités. Oui. Bon, à partir de cette espèce d'hybridation absolue, il n'est plus possible de reconnaître quelque substance identitaire que ce soit. Ce qui fait que quand on lit Judith Butler, l'idée, par exemple, d'un peuple, l'idée d'une nation, l'idée d'une frontière... Toute majorité, c'est presque Trudeau, quoi. Ça devient, c'est que toute majorité écrase la minorité. Des catégories impensables, sinon sous le signe de la persécution et de l'aberration. Alors moi, j'entends ça et je me dis que c'est de telles idées qui conceptualisent toute forme de rapports sociaux où il y a des distinctions culturelles, anthropologiques et ainsi de suite, sous le signe de la discrimination, eh bien, je trouve que il y a une forme de radicalisme agissant dans notre culture dont nous ne sommes pas conscients. Et j'en reviens à cette question de l'étiquetage, parce que ça me semble très, très, très important. Si vous êtes la figure de la lutte contre les discriminations sexuelles, nationales, raciales, et ainsi de suite, la personne qui s'oppose à vous, par définition, consciemment ou non, participe au maintien de ces discriminations. Donc, quand vous représentez ainsi le conflit politique, quand vous représentez ici les différences de conception du bien ou les différences de conception de ce qu'est une société, même des différences modérées quelquefois, eh bien vous réclamez le monopole de la vertu et vous légitimez ensuite une forme de fanatisme de la vertu. Mm-hmm. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça, c'est un des problèmes majeurs de la démocratie libérale. Alors, la démocratie libérale institue le pluralisme possible des conceptions du bien sans verser dans le relativisme. C'est ce que je vous dis dans le cas de Judith Butler. Est-ce que trop de vertu, elle se réclame de l'éthique juive, qui est très belle du reste. Est-ce que trop d'éthique, trop de vertu, justement, tue la vertu? Bien sûr, le monopole de la vertu tue la vertu, évidemment, parce que le propre, me semble-t-il, d'une idée pertinente est une idée qui sait qu'elle n'englobe jamais le réel dans sa totalité. Oui. Le réel déborde de chaque idée, de chaque concept qui cherche à le saisir, et le résidu, ce qui déborde, c'est une part de réalité à laquelle je n'ai pas accès par mon appareil conceptuel. Oui. Donc, c'est une part de réel qui peut être ressaisie par l'autre, par quelqu'un d'autre qui aura un autre point de vue sur le monde que le mien. Il faut une arrogance intellectuelle absolue pour croire... Ou une naïveté. Peut-être un mélange des deux. Hein, mais la naïveté est souvent arrogante. Pour croire qu'on a dit la totalité, on a dit la vérité totale sur l'ordre social. Oui. Et je reviens à cette idée que toute réalité débordant le concept qui cherche à l'encapsuler, cela veut donc dire que j'ai pas le monopole sur le réel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un devant moi qui dit quelque chose sur le réel qui est pertinent. Alors, quand j'entends des gens représenter ces débats, ça m'a frappé. Pour vrai, j'ai écrit ce texte-là sans viser qui que ce soit. Sans viser qui que ce soit, sans mauvaise... Ça m'a un peu heurté, bien franchement, sans intention malveillante. Je dis simplement, il faut effectivement reconnaître la nécessité de développer la tolérance, de développer une culture qui ne cherche pas justement à stigmatiser qui que ce soit. Mais, doit-on, au nom des revendications légitimes d'une minorité à la reconnaissance, abolir toute référence à ce qu'on pourrait appeler la majorité ici? C'est à ce moment-là que je trouve qu'il y a un excès. Me semble-t-il qu'on pouvait tenir compte justement de la réalité tout à fait nouvelle et légitime des familles homoparentales sans pour autant abolir la référence au père et à la mère. Mais alors comment, Mathieu Bock-Côté... ça devienne un objet politique, ça, là? J'ai bien compris, Mathieu, mais comment allez-vous conjuguer... Il y a de la discrimination quand même. Alors, et l'erreur que l'on fait, c'est que le contraire de la discrimination, c'est l'homogénéisation et non pas la différence. Comment faire pour, je dirais pas ménager la chèvre et le chou, mais comprendre que il y a des couples il y a des familles homoparentales et des familles hétéroparentales, si j'ose dire. Comment faire comment comprendre le mot norme? Comment comprendre le référent anthropologique? Vous dites souvent, Mathieu, dans vos écrits, que nous sommes des héritiers. Mm-hmm. Nous héritons d'une culture. Nous héritons de référents anthropologiques également, père-mère en étant un des deux, le couple. Comment arriver à mettre la différence homosexuelle ou homoparentale sans discriminer ni, je prends l'autre mot à vous, javeliser? Je reprendrai...
il y a s'il y a un apport positif à la théorie du genre, pour le dire ainsi, ou plus largement à la modernisation des comportements sociaux et culturels depuis 40 ou 50 ans, je dirais c'est que le social a gagné du terrain sur la nature. La tentation malheureuse du traditionnalisme ou du conservatisme dans sa forme la plus radicale, c'est normalement de vouloir figer les rôles sociaux au nom de l'idée de nature. Exact. Et cette espèce de naturalisation des rôles sociaux étouffe l'esprit d'émancipation, bien évidemment, et c'est une victoire de l'humanité démocratique, pourrait-on dire, d'avoir justement fait reculer le terrain occupé par l'idée de nature. Mais il a pris le moyen pour une fin. Mais entre le fait de donner plus d'espace au social sur la nature et éradiquer l'idée de nature, c'est une différence c'est une différence de nature même dans le projet. Donc on peut vouloir maximiser l'espace de la liberté des individus sans pour autant croire que l'être humain est un pur produit de sa pure volonté, qu'il est le fruit de sa propre imagination, parce que c'est ça un peu l'idée. Qu'est-ce que c'est la théorie du genre finalement? C'est je vais m'auto-créer mon identité, je ne suis plus de quelque manière que ce soit inscrit dans une filiation et ainsi de suite. C'est ça. Et deuxième élément, à partir de là, qui n'est pas négligeable, donc il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en contradiction, appelons ça, les normes anthropologiques et l'humanité démocratique dans sa volonté de maximiser l'espace de liberté. Il ne s'agit pas de les mettre en guerre, il s'agit de réhabiliter dans une société qui fait appelons ça, du principe démocratique d'une maximisation de la liberté son horizon, et est-il possible, dans ces paramètres, de réhabiliter, d'une manière ou de l'autre, une certaine forme de l'esprit de filiation, l'esprit d'héritage, et l'esprit aussi, quelquefois, la référence à l'anthropologie. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on veut écraser quelques revendications que ce soit. Ça veut dire que peut-on faire preuve d'une certaine prudence, ce beau mot de prudence, lorsqu'on considère... C'est Aristote, ça, non? Bien sûr. Lorsqu'on dit, par exemple, abolissons père et mère dans un grand élan antidiscriminatoire, est-ce que c'est vraiment prudent de faire cela? On a déjà aboli homme, femme par personne. Oui, bien sûr. Donc c'est un précédent. Je crois qu'on est dans une dynamique là-dessus qu'on n'arrêtera pas. M'indignerais-je et multiplierais-je les chroniques sur ça. On est engagé en ce moment dans un processus qui va se poursuivre pendant quelques années, manifestement, où on confond, me semble-t-il, l'esprit de démocratique avec l'idée d'une abolition de toutes les différences substantielles ou les distinctions légitimes. Oui. Et puis voilà pourquoi j'en reviens à cette idée, même sur cette formule, quand on parle de la lutte à l'homophobie. Alors évidemment, quand on pense par exemple au harcèlement des jeunes enfants dans les cours d'école, parce qu'on devine qu'ils ont l'orientation, c'est d'une cruauté sans nom, et à ce moment, la lutte à l'homophobie veut dire quelque chose, fondamentalement. S'il s'agit de dire dans la cour d'école, par exemple, il ne faut pas persécuter ceux dont on devine une orientation sexuelle autre, alors évidemment que c'est un programme légitime. Quand on nous dit qu'il ne faut pas réduire culturellement la figure de l'homosexuel à la figure caricaturale, grossière de la grande folle, que c'est un peu la mauvaise manie, c'est la fameuse... comme les juifs au nez crochu. Oui, c'est-à-dire c'est toutes les formes de réduction d'un type social à une caricature qui vient finalement abîmer la personnalité. Alors évidemment que c'est dans la culture, il faut travailler à déconstruire ces références-là. Parfait. Mais j'y reviens, est-ce qu'au nom de ce programme, on doit en venir à abolir tout ce qui n'entre pas dans sa logique? Oui. C'est à ce moment qu'il faut avoir le principe de prudence. L'esprit de prudence, soit dit en passant, c'est pas l'esprit de contradiction radicale et résolue. Non, c'est un recul et une réflexion. Ça ne consiste pas à dire « je m'oppose à vous brutalement ». Ça consiste à dire « multiplions les points d'interrogation ici », car tout cela n'est pas si évident. Père et mère, pure construction sociale qu'on peut dissoudre dans le concept de parents, évacuer par décret administratif une référence anthropologique de civilisation aussi fondamentale, est-ce que ça, c'est pas le pas de trop? Mathieu Bocoté, on parle beaucoup d'anthropologie. L'homosexualité a été, depuis 40-50 ans, un combat social, politique et culturel. Pensez-vous qu'il serait temps maintenant de faire une exploration anthropologique de l'homosexualité? J'ai écrit un bouquin là-dessus, Fils, où je parle justement de l'homosexualité, mais en essayant de trouver un sens qui puisse être réenraciné dans une anthropologie plus globale et universelle, et non pas juste une minorité parmi d'autres. Je vous avouerai que ce n'est pas une question que j'ai explorée au-delà des mais ça serait piste, peut-être. Je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je crois que quant à moi, nous sommes en ce moment dans un moment
de reconnaissance de la diversité des orientations, des styles de vie, et c'est la part heureuse à bien des égards de la société libérale contemporaine, c'est-à-dire il n'est plus nécessaire. On peut explorer un peu. Oui, c'est-à-dire l'être humain n'est plus figé dans la conception sociale attendue de ce qu'il doit être. Il a une possibilité de s'inventer minimalement, ce qui minimalement, non pas maximalement. Non, mais c'est minimalement. J'entends par là que nous naissons de parents, nous naissons avec une langue, nous naissons avec un sexe en général, nous naissons. Alors, sachant cela, je reprendrai la formule de Carlos Strenger dans un très beau livre, philosophe et psychanalyste israélien. Il écrit La peur de l'insignifiance nous rend fous, un très beau livre, et il nous dit, il plaide pour une psychologie existentialiste, et il nous dit nous ne sommes pas à l'origine des déterminants fondamentaux de notre existence, de notre caractère. Nous sommes des héritiers, encore une fois. Voilà, il y a notre caractère, notre sexe, la langue dans laquelle nous naissons. Tout ça, nous ne le créons pas, nous ne le décrétons pas. Donc, nous ne naissons pas dans l'indétermination, du néant, du « je serai absolument ce que je veux ». En fait, nous sommes des démiurges. Nous voulons recréer tout à partir de zéro. L'esprit démiurgique est toujours inquiétant en toute chose. Une fois que c'est dit, il y a évidemment un vaste espace de liberté qu'il faut reconnaître. Et cet espace de liberté, je crois que c'est l'acquis positif des 40 dernières années, des 50 dernières années. Quant à votre question directement, je crois que pour l'instant, elle se pose aujourd'hui tout simplement dans la possibilité pour chaque individu de trouver en lui-même une part significative de sa vérité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut réduire la société à la seule question des préférences individuelles. Mathieu Bocoté, j'espère que vos détracteurs auront entendu cette chronique. Je l'espère. J'étais franchement chagriné quand je lisais les critiques qui étaient formulées à cet endroit. Je me disais, bon, c'est triste. Écoutez, il y a une boîte de Kleenex à côté, vous pourrez pleurer après. Voilà, qui termine le Midi Actualité.